de la plateforme Binday. Donc, au-delà de cette plateforme, c'est la startup Interface avec Maguette Sylla et son équipe qui nous ont invités donc cet après-midi pour réfléchir sur une problématique assez intéressante, c'est l'accès au Wi-Fi. La plateforme de Maguette Sylla et de son équipe propose donc un accès gratuit. Comment ça va se passer? Donc, on va réfléchir autour de cette problématique assez intéressante parce que nous tous, nous avons besoin tous les jours de nous connecter. Comment ça va se faire? Quel est le business model derrière? On va parler de ça, mais tout de suite, nous allons aborder la partie officielle avec les allocutions des autorités et de l'administrateur du monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous accueillir cet après-midi. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de venir présider cette cérémonie. Nous avons eu l'opportunité, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, ou un peu plus, de rencontrer chez Maguette Sylla à l'occasion d'un forum qui était organisé sur le numérique. En réponse à un appel pressant de M. le Président de la République, qui est conscient des enjeux d'un futur très proche, mais des enjeux qui vont se prolonger certainement à partir du numérique. Il y a donc un mois que j'ai rencontré Maguette Sylla et j'ai été séduit par son start-up. J'ai été séduit par le Binday et toutes les opportunités que cette trouvaille pouvait nous apporter à nous du monument de la Renaissance africaine, à la jeunesse sénégalaise, mais également à toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans la voie du progrès, dans la voie de l'efficacité, de l'efficience, dans la voie de la construction d'un Sénégal nouveau. Et nous avons donc tout de suite conclu que le monument serait le point de départ, avec la bénédiction de Monsieur le ministre. Quand nous avons envoyé la note, vous avez accepté tout de suite. Et il y a seulement 3 jours que nous avons décidé d'organiser cette fête, et vous avez accepté il y a 3 jours de venir vous-même présider cette activité. Nous vous en remercions très sincèrement. Je voudrais remercier Maguette aussi d'avoir été très diligent et d'avoir vite répondu à notre invitation. Je crois qu'un peu ça répond au proverbe Wolof. Celui qui cherche, qui l'accompagne, et celui qui cherche où dormir, eh bien, ce n'est pas fermer la porte qui va leur créer des ennuis. Nous avons donc cheminé ensemble, nous commençons de le faire, et nous pensons que ça va aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Maguette. L'idée ici, c'est donc de pouvoir bénéficier d'une connexion et d'en faire profiter le maximum de personnes qui travaillent ou visitent le monument de la Renaissance africaine. Et pour nous, c'est important. Simplement parce que c'est le monument de la Renaissance africaine. Et la Renaissance doit participer nécessairement à tout ce qui contribue à donner, à regarder vers le futur et à promouvoir, disons, le progrès. C'est pourquoi je voudrais vous souhaiter à tous, après avoir remercié les uns et les autres, la bienvenue dans cette maison qui désormais est la vôtre, puisque nous allons pouvoir partager l'espace, mais nous allons pouvoir également partager un espace beaucoup plus large à travers les connexions que nous allons avoir. Bienvenue à tous et merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Opérateurs, partenaires, mesdames et messieurs les invités, c'est pour notre pays et principalement pour la commune de Ouakam un réel motif de fierté d'accueillir et d'abriter dans ce monument de la Renaissance africaine le premier point d'accès Wi-Fi gratuit outdoor en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je saisis donc ce moment sublime pour traduire au nom de la start-up Interface, à travers sa plateforme Binday, toute notre infinie reconnaissance à l'administration du monument de la Renaissance africaine. Mesdames et messieurs, le choix porté sur ce site
qui enregistre 5 000 à 10 000 visiteurs par mois dans le seul souci de contribuer à la promotion du tourisme au Sénégal, témoigne non seulement du caractère attractif de cette architecture, mais démontre également éloquemment que lentement, mais sûrement, Bindé trace son sillon et conquiert ses lettres de noblesse dans la stratégie du Sénégal numérique 2025, qui consiste aujourd'hui à faciliter l'accès à Internet pour l'ensemble de la population sénégalaise, conformément à la volonté du président de la République, Macky Sall, avec le déploiement de ces points d'accès dans toute l'étendue du territoire. Bindé est convaincu aujourd'hui de contribuer de manière significative à la préservation, à la protection de l'environnement par injection de contenu via le Wi-Fi gratuit. Nous devons donc de poursuivre notre approche basée sur la digitalisation de la communication de proximité avec le gouvernement et ses administrés. Mesdames et messieurs, cette journée de réflexion sera l'occasion pour nous d'examiner les enjeux stratégiques du thème qui nous est proposé, c'est-à-dire que nous allons nous exercer à comprendre et encadrer la nouvelle vision de la start-up à travers sa plateforme Bindé. Mesdames et messieurs, en à juger par les responsabilités que nous assumons, je reste convaincu que nous ferons preuve de dynamisme, de volonté et d'engagement pour nous approprier les informations qui nous seront transmises. Je vous exhorte à faire preuve d'attention et d'écoute soutenue pour tirer le maximum d'enseignements. Sur ce, je déclare ouvert ce panel qui a pour thème général le monument de la Renaissance africaine abrite le premier point d'accès Wi-Fi gratuit, outdoor en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un enjeu majeur pour le e-tourisme au Sénégal et la sous-région. Rôle et perspectives des startups dans le développement économique de la sous-région et particulièrement au Sénégal. La donnée, le pétrole du futur. Quel enjeu pour les entreprises africaines et les décideurs? Le fournisseur à valeur ajoutée, les cerises du gâteau ou bien concurrents des opérateurs. Alors, avant de finir, je voulais remercier l'administrateur parce que sa poignée de main me rappelle, Magat, ça va se faire. Aujourd'hui, je vous remercie pour vous dire qu'on l'a fait. Je voudrais dire quelques mots, mais en les disant, je ferai d'abord un constat. J'exprimerai une opinion et enfin, je ferai un souhait. Le constat, monsieur l'administrateur général, mesdames, messieurs les responsables partenaires de ce projet, c'est vous dire que vous vous inscrivez et inscrivez votre action en droite ligne de la politique de numérisation de l'administration publique à un très haut niveau d'efficacité pour permettre à notre administration d'être plus efficace, plus cohérente et plus efficiente dans l'exécution des politiques publiques au Sénégal. C'est une préoccupation majeure et la réforme fondamentale sur laquelle doit s'appuyer notre pays pour engager de façon irréversible et définitive l'émergence de ce pays. Quand je dis que c'est une préoccupation du président de la République, ce n'est pas un simple mot, une clause de style. C'est une réalité qui doit se matérialiser à travers la construction d'un parc numérique de dimension exceptionnelle sur le site de Diamniadio, qui traduit une volonté politique, mais également exprime par ailleurs la volonté de faire en sorte que notre pays soit un pays numérique, donc à la pointe du savoir, de la connaissance, du savoir-faire, pour que notre développement soit un développement cohérent et efficace. Je voudrais également prolonger ce constat pour dire que le monument de la naissance entre de plein pied dans l'ère de la numérisation. C'est une très bonne chose d'avoir des partenaires qui vous permettent d'installer
ce type de technologie efficace qui vous permet d'être connecté en permanence. Mais cela également vous interpelle à un autre niveau, votre obligation de produire un contenu pour que cet instrument qui est installé ici ne soit pas juste un instrument de navigation pour ceux qui sont là et qui travaillent par là, qui travaillent ici. C'est un défi que vous vous lancez vous-même, parce qu'un monument de cette nature n'est pas un monument exclusivement pour les Sénégalais, mais c'est pour l'ensemble des Africains qui viennent visiter, mais au-delà de l'Afrique, du monde entier qui passe chez nous. Donc vous avez l'obligation, par cet outil, de faire en sorte que vous puissiez fournir un contenu attractif, cohérent, mais qui vous permet également de valoriser davantage votre monument, notre monument. Si vous relevez ces défis avec vos partenaires, vous aurez réussi à mettre sur la carte du monde, la carte touristique du monde, le monument de la Renaissance. Si vous échouez, malheureusement, vous échouerez à mettre le monument de la Renaissance sur la map monde et vous n'aurez pas fait davantage plus que les autres qui étaient là avant vous. Or, ce monument pour moi est un outil extrêmement important de promotion touristique, mais également de monstration de la culture sénégalaise dans sa diversité. C'est le constat que je fais et l'opinion que j'exprime consiste à dire que le président de la République avait juste de favoriser le développement de fournisseurs d'accès Internet à côté des 3 classiques qui étaient là, qui ont toujours fait le travail de façon remarquable. Mais la nouvelle politique consistant à favoriser le développement de fournisseurs libres est une manière, c'est mon opinion, de favoriser encore davantage l'accès à Internet par un jeu de concurrence saine, mais également par l'émulation. Les 3 FAI qui viennent d'être autorisés à côté des classiques permettront davantage de réduire les coûts d'accès et par ailleurs de permettre un plus grand nombre de Sénégalais qui accèdent à Internet. Je suis conscient, comme le gouvernement est conscient, qu'il va falloir travailler dur de ce point de vue-là, réussir une politique intelligente, harmonisée et cohérente entre les 6 principaux acteurs sur la scène. Mais je ne désespère pas, au contraire, le gouvernement est convaincu d'ailleurs que ce sera fait. Vous en donnez une preuve éclatante, Bi-Indé, aujourd'hui, en si peu de temps, vous avez réussi à faire quelque chose qui me paraît essentiel. Intéresser le monument de la Renaissance à cet outil moderne de communication, mais signer un contrat avec le monument et son administrateur. C'est un heureux présage pour l'avenir des startups qui, vous le savez bien, du point de vue du futur, constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement du Sénégal. Et j'en suis d'autant plus heureux que vous-même avez affirmé que vous êtes également parti avec un fonds de concours qui vous a été alloué par l'ADER, qui est un mécanisme de prêt rapide qui permet à des startups comme la vôtre de se signaler, de se mettre sur le marché et d'être en position leader très très bientôt, nous le souhaitons. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est exprimer un souhait. Je souhaite que la collaboration que vous avez ainsi établie entre les privés et le public soit un modèle de réussite qui encourage les autres à se lancer dans des projets de cette nature. Je souhaite également que le financement qui a été fait par l'ADER, que ce financement se justifie largement et que vous soyez une référence et un modèle qui nous permet de dire voilà l'efficacité de l'ADER. Je suis persuadé que cela sera, Inch'Allah. Il ne me reste plus qu'à souhaiter aux uns et aux autres un excellent panel. Je regrette n'avoir pas le temps de rester avec vous, participer à ce panel, parce que j'ai naturellement moi-même mon opinion par rapport au thème qui a ainsi
développer. Et j'exprimerai une réserve quant à cette tentative ou cette tentation de vouloir trouver à travers le numérique une sorte de panacée pour tous nos problèmes de développement. En réalité, ce n'est qu'un instrument mis au service d'une cause parfaitement maîtrisée et à une ambition légitime. Mais n'oublions pas que le tracteur existe depuis des années et des années. Nous n'avons pas pour autant développé notre agriculture. N'oublions pas non plus que l'avion, le train, tout cela existe depuis des années, mais nous n'avons pas encore développé les mécanismes de transport et les systèmes de transport. Loin d'être une attitude de fatalisme, c'est juste des réserves que je veux par rapport à l'enthousiasme qui pourrait prendre les uns et les autres sans que l'on ne comprenne qu'il y a derrière un véritable travail de contenu et d'organisation à réussir pour faire de ces startups et du numérique un véritable outil de développement économique et social. Enfin, je dis merci, bonne et heureuse année à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Pour revenir sur cette question fondamentale qui nous intéresse au plus haut point, autant les structures, on va dire de manière générale, l'État dans sa mission régalienne que le secteur privé, nous faisons en perspective l'histoire. L'histoire, ce que ça nous dit, c'est que sur les 5-6 dernières années, on a plus de données que toute l'histoire humaine. Pour vous dire ce que nous vivons comme ère de la donnée. Depuis 5 à 10 ans, tous les grands groupes allant de Facebook, Amazon, investissent des milliards de dollars par an pour développer des centres de recherche et de développement en lien avec la donnée, donc ce qu'on appelle la data, l'intelligence artificielle et tout ce qui s'en vient derrière, la blockchain et toutes ces technologies-là. Toutes ces technologies utilisent quoi? La donnée qui est devenue leur matière première. Derrière cela, on parle même de guerre digitale aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. L'Europe crie même au scandale en disant qu'ils sont derrière, ce qui a fait que les Européens ont mis une réglementation, le RGPD, pour protéger d'une certaine manière les données européennes, qui a même un caractère extraterritorial pour pouvoir attaquer ces GAFA-là. Quid de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on compte faire en Afrique? C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous avons un gros challenge, autant sur nos données, où est-ce qu'elles sont stockées, parce qu'en général, toutes nos données, malheureusement, il faut le dire, sont stockées encore aux États-Unis, parce que nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur WhatsApp, et toutes ces données, aujourd'hui, sont transférées aux États-Unis. Nos États, comme le Sénégal, ont pris les devants en mettant en place des textes, comme les textes en lien avec les données personnelles, qui quand même, en termes de réglementation, permettent de circonscrire et de gérer un certain niveau de risque, en donnant, on va dire, la possibilité à la personne, au consommateur, de pouvoir exiger ces données, et même que ces données puissent être traitées au Sénégal. Si les données doivent être traitées à l'extérieur, normalement, la société doit devoir informer le consommateur. C'est ça que prévoient les textes. Donc, en termes de réglementation, on a une réglementation qui est, on va dire, protège de plus en plus. Cependant, c'est dans l'exécution. Il y a une réglementation qui est là, qui est en face des GAFA, des Facebook et autres, qui sont extraterritoriales, qui sont présents dans tous les pays. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous mettons juste sur une approche de protection de nos données, ou est-ce que nous-mêmes nous développons des solutions, des startups, des approches qui nous permettent nous-mêmes de prendre de ces données
de pouvoir la traiter par rapport à notre réalité et d'offrir des services à valeur ajoutée. Et dans toute la réflexion au niveau de la DER, plus particulièrement sur notre ambition d'accompagner un projet comme BID, c'était ça. C'est une start-up sénégalaise qui utilise éventuellement, in fine, de la donnée, qui développe du contenu contextualisé et qui développe à terme aussi une certaine forme d'intelligence qui va permettre de proposer des services à valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Ce qui fait que, au lieu d'être dans une approche, on va dire, de protection, nous avons misé sur le fait d'investir sur des startups qui vont utiliser à terme nos données protégées pour proposer des services à valeur ajoutée. C'est deux lectures. Peut-être sur la lecture européenne, ça aurait été de faire une réglementation, protéger nos territoires qu'on ne peut plus protéger de manière digitale. Nous croyons que c'est une approche de développement de nos contenus avec nos propres startups, avec des data centers basés au Sénégal, avec une compétence développée au Sénégal pour pouvoir utiliser de la donnée, ensuite faire de l'intelligence artificielle, ensuite faire du digital marketing, ensuite faire du content marketing, ensuite faire tous les autres services qu'on pourrait développer. Et je pense que c'est cette approche qu'il faut développer un peu partout et que des structures puissent nous accompagner dans cela, que nous puissions construire des champions qui demain vont pouvoir être ceux qui vont nous protéger contre cette guerre digitale. C'est un petit peu les premiers points que je voudrais donner avant d'aller plus loin. Bonsoir à tous. Effectivement, il faut vraiment développer des startups qui protègent nos données en Afrique, comme l'exemple Facebook. En Chine, Facebook, WhatsApp, toutes les applications occidentales, Snapchat, c'est à peu près banni là-bas. C'est limité dans certaines zones, il y a certains endroits où ça ne passe pas. Pourquoi? C'est pour éviter l'acculturation. C'est pour que le peuple chinois reste toujours dans leur culture avec une information qui émane d'eux. Alors donc, pour répondre à votre question, c'est un véritable défi aujourd'hui parce que, par petit constat, dans les salles de classe, dans les universités, dans les écoles, à l'heure des pauses, tous les étudiants sont sur Facebook. Les informations qu'ils regardent sur Facebook, certes, il y a pour leurs amis qui sont avec nous ici au Sénégal et en Afrique, mais la plupart de ces informations émanent de l'Occident. Et d'une manière ou d'une autre, ça influence leur comportement. Donc c'est un véritable défi aujourd'hui de créer des startups qui vont mettre en place ces plateformes purement africaines qui vont nous donner de l'information, de la donnée africaine. C'est très très important. Je vais prendre un exemple banal. Avant, au Sénégal, il y a certains comportements qu'on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, avec le développement d'Internet, de la connectivité, etc., il y a des comportements que nous voyons qui ne sont pas propres à nos cultures et à tout ça. Certains diront que c'est l'éducation des parents à la maison, mais c'est complètement faux. Ces enfants ont reçu le plus ou moins une bonne éducation. C'est la pression d'Internet, c'est la pression de ces informations externes qu'ils reçoivent. Deuxièmement, sur un autre volet, moi je trouve que la donnée sera très importante sur le secteur de la santé. Aujourd'hui, si on est capable d'avoir l'information d'un patient en temps réel, d'un hôpital à un autre, ça pourra sauver beaucoup de vies. Je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, on a les carnets de santé. Les carnets de santé, c'est sur du papier, c'est sur de l'écrit. S'il faut retracer la santé d'un patient qui n'a plus son carnet, on n'a plus d'informations. En autant, avec la donnée, c'est possible d'avoir cette information en temps réel. Donc je pense qu'effectivement, nous, les entreprises, l'État et les collectivités locales et tous les acteurs de l'écosystème gagneraient à encourager des initiatives qui vont dans ce sens. Je pense que c'est tout pour le moment, tout ce que j'ai à dire. Merci. Je me réjouis aujourd'hui de participer à ce panel. Maguette, c'est un promotionnaire de l'IAM 2003-2005. Depuis lors, on a créé ensemble notre première entreprise. Puis, chacun de notre côté, on a pu quand même évoluer
son chemin, je dirais. Et aujourd'hui, nous en sommes là, chacun a pu faire quelque chose. Donc je le félicite vivement d'avoir réussi à lancer cette plateforme innovante. Parce que quand même, accès Internet gratuit, ce format existe déjà dans des aéroports internationaux, etc. Mais c'est une première quand même en Afrique de l'Ouest francophone. Le fait qu'en si peu de temps, lorsqu'il avait fait le lancement officiel au mois de mai dernier, a pu mettre en pratique, je dirais, cette plateforme, et le fait de le faire au niveau du monument de la Renaissance africaine qui représente quelque chose pour l'Afrique, c'est très important. Mais tout ça derrière, on a cet aspect Internet, accès à Internet. C'est pour cela que je voudrais poser une question au représentant de Ars Telecom, qui est un FAI. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le fait qu'au Sénégal aujourd'hui, on a 3 nouveaux FAI, fournisseurs d'accès à Internet. Et qui dit accès à Internet, on a l'impression que Bindé est un concurrent de ces FAI. Je voudrais poser la question à M. Belebeni. Aujourd'hui, vous voyez Bindé comme un partenaire ou bien un concurrent, sachant que derrière Bindé, pour donner un accès gratuit à Internet aux utilisateurs, à ceux qui viennent ici au monument, Bindé utilise l'Internet d'un fournisseur. Donc, comment voyez-vous ce partenariat entre guillemets concurrence? Comment voyez-vous cette évolution? Alors, Bindé, dans le cadre de ce Free Wi-Fi, est un partenaire. Il faut le dire, nous avons commencé à discuter de ce projet, si je ne me trompe pas, en mars 2018. Et pour ce premier point d'accès, nous avons accompagné Bindé dans le cadre de la connectivité à Internet. Et Bindé se charge en quelque sorte du dernier kilomètre, c'est-à-dire offrir exactement l'accès aux usagers qui sont de passage dans ce lieu symbolique qu'est le monument de la Renaissance. C'est un partenariat qui commence, c'est un partenariat qui va grandir. Nous ne sommes absolument pas sur les mêmes segments parce que nous travaillons les accès à Internet pour les résidences, pour les bureaux, et Bindé travaille les accès Internet pour les hotspots. C'est principalement comme ça qu'on les appelle, dans lesquels vont être développés le contenu, beaucoup de contenu, les services à valeur ajoutée qui permettent à ces usagers qui sont principalement mobiles, qui utilisent principalement des terminaux de type téléphone, tablette et éventuellement ordinateur portable, de se connecter, d'avoir accès à du contenu qui leur parle, qui est un contenu produit par des Africains pour les Africains. Je donne un exemple aujourd'hui pour vous dire à quel point la révolution sur ce segment Wi-Fi est très importante. Il y a eu, je crois, une initiative de développement d'appareils d'électrocardiogramme mobile qui fonctionnent avec de la connexion Wi-Fi. Alors, je ne sais plus dans quel pays c'est, je crois que c'est au Cameroun ou au Congo. Alors, avant, dans des villages les plus reculés, les habitants avaient besoin de parcourir 25-30 km pour avoir accès à un cardiologue. Avec cette initiative, dans les centres de santé, de simples infirmiers arrivent à faire un électrocardiogramme dont les résultats sont envoyés à un cardiologue qui, lui, se trouve effectivement à plusieurs dizaines de kilomètres, qui fait l'analyse et qui prend un certain nombre de décisions d'ordre médical. C'est pour vous dire à quel point ce Free Wi-Fi, est capable de révolutionner la vie des populations.
Et nous nous inscrivons dans ce modèle-là parce que c'est également notre vision. Notre directeur général aime le rappeler que notre ambition, c'est de révolutionner la vie des populations par les technologies. Merci. Alors, Arc Telecom est une entreprise, est une start-up également, qui existe depuis mai 2017. Nous offrons de l'Internet au même titre que les autres opérateurs. Nous offrons de l'Internet par fibre optique, de l'Internet par boucle locale radio. Nous offrons l'ADSL au même titre que les autres opérateurs. Nous offrons également la 4G, la LTE fixe. Nous avons qui a été octroyé aux fournisseurs d'accès Internet. Donc, nous sommes pratiquement sur le segment uniquement de l'Internet. Nous sommes en concurrence avec les autres opérateurs, que ce soit Orange, Expresso, Tigo. Exactement. Et donc, nous essayons, et je pense que nous avons déjà réussi cela, et nous espérons que ça va continuer. Nous essayons de démocratiser l'Internet dans les domiciles et dans les résidences, afin que les prix baissent. Et si vous remarquez, depuis que les FAI sont entrés sur le marché, il y a eu, au moins sur un produit qui existait, l'ADSL, il y a eu déjà trois baisses des prix, qui sont passés de 29 900, aujourd'hui on parle de 19 000, avec des débits qui ont doublé. Et on espère que ça va continuer dans ce sens. Notre objectif, c'est vraiment que le Sénégalais, dans la zone la plus reculée du Sénégal, puisse avoir accès au haut débit Internet, puisse également participer à l'économie numérique et faire progresser le Sénégal dans ce sens. Juste peut-être pour ajouter un point, il a été démontré, et c'est la Banque mondiale qui a fait des études dessus, que lorsque on a, imaginez-vous bien, 10% de pénétration de l'Internet, ça équivaut à 1% dans le produit intérieur brut du pays. Dans le cadre des pays développés. Donc, imaginez le potentiel qu'il y a à aller chercher les clients, à aller chercher les populations qui n'ont pas aujourd'hui accès à Internet, qui ne participent pas vraiment à l'économie numérique et qui ne sont pas encore digitales. Je pense que c'est un travail c'est une question qui doit tous nous interpeller et on doit travailler dans ce sens. Est-ce que votre autorité de tutelle, c'est l'ARTP? Bien sûr, notre autorité de tutelle, c'est l'ARTP. Nous avons pratiquement les mêmes obligations que les opérateurs. On a des obligations de couverture, de population, de contrôle des offres. On fait valider nos offres et également d'accompagnement des opérateurs dans tout ce qui concerne la régulation des ressources rares, dans tout ce qui concerne la régulation économique du marché de la fourniture d'accès. Une dernière question. Lorsque le chef d'État a parlé que les fournisseurs classiques, les trois opérateurs bouffaient et trop gourmands vis-à-vis des FAI, est-ce que vous vous sentez concerné? Le chef de l'État a eu largement raison de poser ce point parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas des opérateurs, ils ne sont pas sur le même modèle économique. En effet, si je ne me trompe, les opérateurs ont des revenus dont 70 à 80% proviennent de ce qu'on appelle la voix. Ça veut dire que quand vous prenez votre téléphone, vous dites allô, vous rechargez votre crédit, vous causez, c'est 70 à 80% de leurs revenus. Nous ne sommes pas sur ce segment, nous sommes sur le petit segment qui reste, qui doit représenter dans l'ordre de 15% des revenus, qui concerne exclusivement de l'Internet et principalement de l'Internet fixe pour le moment. Nous offrons donc, les fournisseurs d'accès Internet, dont ARC fait partie, offrent de l'Internet fixe, avec un avantage, certes, c'est un Internet illimité principalement,
Ok, il n'y a pas de recharge au volume et tout le reste, mais c'est de l'Internet fixe, illimité dans les résidences. Et donc, on ne peut pas, et le chef de l'État l'a précisé, avoir les mêmes structures de tarification, de coûts liés à la régulation que les opérateurs. Je vous donne un exemple. Sur les ressources rares comme les fréquences, nous payons les mêmes tarifs que les opérateurs, alors que nous sommes sur des segments de marché beaucoup plus réduits. Et c'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles il a récemment annoncé l'annulation d'une taxe d'à peu près 200 millions par an pour favoriser, justement, pour créer de l'émulation dans la fourniture d'accès à Internet. Et nous pensons que lorsque cette décision va sortir, les tarifs vont encore baisser pour le bien-être du consommateur final. Merci beaucoup, monsieur le DGA. J'ai taquiné tout à l'heure les Sérères, mais je concède aux Toucouleurs d'avoir été les premiers à introduire Internet, quand même, au Sénégal. L'ordinateur d'abord, et l'Internet. L'histoire retiendra que ce sont nos machudos, nos esclaves halpulaar, qui les ont introduits ici, il y a quelques années, par les ressortissants qui sont dans les pays du Nord. Oui, je ne suis pas très versé dans ces questions-là, bien que je sois un utilisateur très près de mon ordinateur et du numérique d'une manière générale. La question est importante au vu de ce que le monde est, de ce qu'il sera, et des besoins que l'on ressent, les frémissements que l'on voit chez les populations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chez nous, où nous sommes dans une tradition orale, l'écrit par le net gagne beaucoup de terrain. Mais le numérique nous donne aussi la possibilité de déployer l'oral. Et ça, c'est un aspect important de la question que l'école et les textes écrits ne permettaient pas. Nous avons cette possibilité aujourd'hui, avec le numérique, de promouvoir à la fois l'écrit et l'oral, de multiplier le champ de diffusion et de réception. La deuxième question qui m'intéresse beaucoup, on l'a évoquée tout à l'heure, c'est celle de la donnée. Ce n'est pas une question nouvelle. Je me rappelle, moi j'ai participé à la première, on était 3, vidéoconférence entre moi-même, ici, le vice-président le président de la Banque mondiale de l'époque, M. Wolfenson, et le vice-président américain à l'époque, Al Gore. Nous avons fait une vidéoconférence parce que j'étais proviseur d'un lycée qui était un lycée modèle. Et l'idée, c'était d'installer des ordinateurs dans beaucoup de lycées du monde pour que ces établissements-là puissent avoir ensemble des projets collaboratifs. Ça a donné World Links à l'époque et ça s'est poursuivi encore aujourd'hui. Et avant-hier, j'ai reçu ceux qui ont initié ce projet-là. Et la question qui était posée à l'époque, c'était dans les années 96, 97, 98, ceux qui ont eu cette idée-là avaient aussi posé la question de la donnée. Autrement dit, on se rendait bien compte que nos pays étaient en retard par rapport à, disons, l'alimentation de tout cet environnement. Pas seulement parce qu'on était francophone, parce que les anglophones étaient bien avant, mais parce que nous étions au sud, parce que nous étions en Afrique, parce qu'on n'avait pas toujours la possibilité d'intégrer ces questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès, beaucoup de textes sont pris, et les gens s'intéressent à ces questions-là. Mais il faut être très, très prudent. Surtout quand on est au moment de la Renaissance africaine et qu'on vient de recevoir le ministre de la Culture. J'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure de M. Touré ou de Jordan, je ne sais plus, qui parlait de la question de l'acculturation. La donnée, elle pose aussi cette question-là. Pourquoi nous devons mettre des choses à nous et les faire valoriser, les faire valoir?
c'est une question fondamentale d'identité. Je ne dis pas d'identité meurtrière, pour reprendre le mot d'un grand romancier, mais d'identité simplement constructive, celle qui permet de participer à ce que Césaire appelait le mouvement même du monde, c'est-à-dire à être avec notre environnement. Cette question-là, elle me semble-t-il, une question importante. Mais quand je dis qu'il faut qu'on gère la question de la donnée et qu'on s'y prenne, ce n'est pas pour dire que le numérique, c'est le contraire à cela, devrait nous amener à un repli sur nous-mêmes. Parce que ça aussi, c'est l'autre danger. Il faudrait, j'entends bien les formules qu'on a répétées tout à l'heure, des effets produits par les Africains pour les Africains. C'est bien beau. Produits par les Africains pour les Africains. Mais les Africains doivent produire aussi pour les autres, pour que nous puissions participer à la vie des autres et qu'on ne regarde pas simplement comme des gens qui sont de l'autre côté. L'Europe nous a envahis. L'Occident, l'Europe du Moyen-Orient et l'Occident, ils ont fait des produits pour les Européens, par les Européens, pour les Européens et pour le monde. Il faudrait que nous aussi nous fassions des choses par les Africains, pour les Africains et pour le monde. Il faut qu'on puisse également être agressif sur ce plan-là et être présent, simplement comme tout le monde. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps sur ces questions qui ont été soulevées. Ousmane. Une dernière à M. l'administrateur général concernant l'utilisation de cet accès, parce que vous savez, l'accès à l'Internet est aujourd'hui devenu un critère de choix. Par exemple, quand quelqu'un veut choisir un hôtel, dans un restaurant, pour les transports, on regarde est-ce qu'il y a un accès à Internet. Par exemple, c'est sûr et certain que si les Sénégalais sont informés qu'il y a désormais un accès Internet gratuit au monument, il y aura plus de visiteurs et les gens ne vont plus attendre de rentrer chez eux ou d'utiliser leur connexion payée pour partager leur vécu au niveau de ce site. Comment vous allez tirer profit de cela? Comment vous allez faire en sorte que ceux qui viennent ici vont également trouver des contenus en lien avec le monument ou bien en lien avec la culture africaine sénégalaise de manière générale? Très très bonne question, merci. Oui, en fait, nous avons éprouvé le besoin aussi d'avoir cet outil. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'offre correspondait à une demande. Et la demande, c'est que nous voulons aussi au monument de la Renaissance africaine avoir la possibilité d'être plus en contact avec nos visiteurs réels et avec nos visiteurs potentiels. De créer un réseau ici et ailleurs, mais de construire des choses. Le ministre l'a dit tout à l'heure, nous avons l'obligation de pouvoir faire de cet outil un outil de progrès. Nous avons institué, depuis que nous travaillons avec Maguette, un petit groupe qui réfléchit sur comment nous allons faire pour que cet outil-là puisse nous servir au mieux. Nous avons ici quelques-uns des éléments du personnel qui ont déjà commencé à y travailler, mais nous avons lancé l'affaire aujourd'hui. Je pense que dans une semaine, 10 jours, nous aurons des éléments beaucoup plus précis sur ce que nous allons faire exactement de cet outil. En attendant, nous sommes ouverts entre nous et ouverts au monde. Et c'est déjà un premier pas très important que nous allons enrichir de nos données et que nous allons enrichir également de nos potentialités. Une fois que c'est acquis, Bindé est dans vos murs, le monument de la Renaissance est connecté. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire connaître ça aux populations et aux autres personnes qui viendront dans vos locaux? Oui. Ben, nous allons, j'ai dit qu'on a une équipe qui travaille, mais ce n'est pas très compliqué. Nous avons des réseaux quand même. Le monument a déjà un certain nombre de réseaux. Nous avons un réseau des établissements scolaires. Madame Baye travaille avec M. Aziz Faye depuis 4 ans. Nous avons constitué un important réseau réel. Mais ce réseau-là, il va s'amplifier davantage avec cet outil que nous avons. Nous avons un réseau inter-administration avec les militaires, avec l'armée, avec la police, avec tous les ministères du Sénégal.
nous allons également travailler avec eux. Mais de manière systématique, on va les informer de ce que ce truc-là existe et qu'on puisse travailler ensemble. Nous allons y mettre des contenus. C'est ça important. Nous avons déjà notre présence sur le numérique, sur le site, sur le web, et cela va être également exploité au mieux. Mais comme j'ai dit, nous allons être plus précis dans quelques jours, le temps que nous puissions ensemble travailler à affiner toutes les possibilités qui nous sont offertes, dont nous sommes sûrs que nous allons tirer le maximum de profit pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont liés. Ne serait-ce que sur les éléments de statistiques. Les éléments de statistiques, nous avons des possibilités énormes ici. Nous avons, il n'est pas très loin, le directeur général des manufactures des arts décoratifs de Thiès, qui était assis là tout à l'heure. Nous avons commencé à faire un travail important avec eux sur cette question-là. Ils ont une exposition qui est là et nous allons, je crois, dans un premier temps, mettre cette affaire-là dans notre nouveau produit, etc. Voilà. Merci. Alors, question maintenant à Thierno et à Michel Expresso. Alors, Thierno, vous êtes chef de projet à la délégation pour l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes qui n'a pas hésité à accompagner BeInDay pour son développement. Les spécialistes disent qu'une start-up, c'est une structure qui trouve des opportunités par rapport à une problématique, qui règle des problèmes, qui apporte des solutions. Alors, comment voyez-vous l'écosystème des start-up au Sénégal? Est-ce que les start-up sont suffisamment innovantes pour être accompagnées? Et est-ce que, bon, c'est une question qui est valable également pour M. Expresso, est-ce que le modèle de BeInDay, son modèle économique, est favorable pour une expansion rapide? Merci. Je vais débuter par la dernière question. Donc, le modèle de BeInDay, est-ce que c'est un modèle qui peut se développer? D'abord, on a fait un travail de review sur ce qui se passe dans le monde. On a vu qu'aujourd'hui, on en a même discuté lorsque Google essaie de s'installer dans certaines grandes villes africaines à forte densité de population pour offrir cette solution. Ça parle. Parce que lorsque Google quitte les États-Unis pour venir jusqu'en Afrique pour vouloir installer des spots pour récupérer de la donnée, Facebook veut faire ça, et que BeInDay avait déjà cette idée, cette stratégie avant ces gros-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons une population qui bouge. Donc, de plus en plus, ce qu'on appelle, on est mobile first. Tout ce qu'on fait, ça passe par le téléphone, par le smartphone. On est en mouvement, on est dehors, on est rarement chez nous, on veut se connecter. En plus de cela, face à cette réalité du monde ou de la société, nous avons une offre qui nous propose cela. Vous êtes dehors, vous êtes dans des lieux d'attraction, vous voulez la connexion, on vous donne la connexion. Il y a une offre et une demande. La question qu'on s'est posée, c'est surtout le business model, la monétisation. Pour ça, il nous faut du contenu. Ce contenu, dans ce cas précis, BeInDay a un partenaire qui propose du contenu, une expérience à vivre dans ce lieu qui est un lieu qui attire de la clientèle, des jeunes Sénégalais qui viennent s'amuser, des parents, des sportifs qui veulent partager des photos. Et quoi que ça puisse être comme type d'expérience, on peut monétiser quelque chose autour de cela. En investissant dans BeInDay et dans les autres startups qui interviennent au Sénégal sur des secteurs innovants, nous n'attendions pas un retour sur investissement à très court terme comme un banquier. Parce que la réalité d'une startup est différente de la réalité d'une entreprise type classique. Nous prenons aussi un risque avec eux et nous l'assumons. Pourquoi? Nous pensons que tout n'est pas stabilisé au stade où se trouve la startup, mais des éléments en lien avec la qualité du fondateur, la solution proposée,
le marché qu'ils peuvent adresser à court, moyen et long terme, les perspectives de croissance font que nous prenons un pari pour dire BIND aujourd'hui est petit, mais demain peut être gros. Quand BIND sera gros demain et qu'on aura 1, 2, 3, 4% de part dans cette société, qu'on pourra revendre, on pourra rembourser des pertes éventuelles qu'on aurait sur d'autres startups et créer un flux, on va dire, qui est soutenable dans la durée. Donc c'est l'idée qu'on a eue dès le départ sur la DER en investissant sur une quarantaine de startups. Et l'autre élément de l'accompagnement, c'est pas juste de dire on met un ticket et on vous laisse, parce que ce qu'on sait par histoire, c'est qu'une startup a des phases d'évolution. Ses premiers besoins sont de l'ordre de 5, 10, 15, 20 millions. Si aujourd'hui BIND nous montre au bout de 6 mois que l'activité commence à donner, le besoin d'accompagnement est encore beaucoup plus important, ça on l'a dit à plusieurs reprises, l'idée c'est de continuer à accompagner cette start-up qui grandit avec peut-être des montants beaucoup plus élevés. Parce qu'en fait, tout le monde ne réussira pas, nous en sommes conscients, mais si on en a une 40 ou une 50, les lois de la statistique ont toujours montré quelque part qu'il y en a 5 ou 10 qui vont grandir rapidement et nous allons continuer à investir sur ces 5 ou 10 et donner la chance à 50 autres nouvelles startups pour que derrière nous trouvions prochainement à l'avenir des champions à l'échelle nationale. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Nous sommes positionnés sur la partie où il n'y a pas d'acteurs financiers parce que les banques à ce stade financeraient peut-être difficilement BIND, malgré qu'il pourrait le financer sur son business model sur certains éléments. Mais en général, pour des startups, on va dire au démarrage, la banque ne financerait pas. Il n'y a pas encore une communauté d'investisseurs au Sénégal qui peut investir sur ces tickets-là. Donc il faut qu'il y ait des acteurs, ce que l'État a pris le parti pris, d'investir sur ces premières phases, on va dire, de croissance de ces startups, pour après les laisser continuer vers les grands investisseurs qui sont là, comme Orange Digital Venture, comme Partech, comme Teranga Capital, qui pourront à l'avenir continuer à accompagner ces startups sur des montants de 200, 300, 500 millions, 1 milliard. Merci. Merci Tierno. Mais moi, je vais commencer par répondre à la première question. Est-ce que comment évolue l'écosystème start-up au Sénégal? Pour la petite histoire, moi-même j'ai été start-upper à l'aube des années 2013. Donc avec des amis de l'école, on avait monté une start-up dans le recyclage des pneus pour en faire des revêtements de sol. Et à cette époque-là, je peux vous dire que le concept de start-up n'était pas assez partagé par le grand public, que ce soit par les corporates, même par l'État et les institutions. Chose qui a réellement changé aujourd'hui. À l'époque, on se finançait à l'aide de concours, comme Maguette, mais ces concours, ce n'étaient pas des concours locaux, c'était des concours à l'international. Et là, la barrière est 2 fois plus grande parce que ça limite tes chances de participer au concours. Sur 1000 personnes qui vont postuler, on va en prendre 10. Mais tu fais face à une concurrence mondiale. Aujourd'hui, dans l'écosystème sénégalais, on a des entreprises qui lancent des challenges, qui lancent des concours pour aider ces startups-là à avoir un financement. Donc, comme par exemple nous avec l'Espresso Innovation Challenge, et même l'opérateur Orange aussi, qui a pas mal d'initiatives dans ce sens. Ça, c'est pour l'aspect corporate. Après, nous avons pas mal d'incubateurs aussi qui ont ouvert. Parce que même si les incubateurs ne financent pas forcément les entreprises, mais elles accompagnent ces entrepreneurs à rédiger un réel business plan et à parfois centrer leur idée et avoir un projet cohérent. Parce que la problématique souvent qu'on rencontre, c'est que les entrepreneurs ont des projets, ils ont des idées, mais eux-mêmes, ils ne comprennent même pas leur idée en fait. Ils n'arrivent pas à la structurer et s'adresser à la bonne cible. Donc ces incubateurs-là, aujourd'hui, et ces structures d'accompagnement qui ont ouvert ces derniers temps, facilitent la tâche à ces entrepreneurs et leur permettent de brûler un certain nombre d'étapes et d'aller réellement sur le marché. Parce que le défi aujourd'hui, c'est d'aller sur le marché. On peut avoir les meilleurs pitch projets, on peut avoir les meilleures récitations, mais si on ne vend pas, on n'est pas un entrepreneur.
Donc, pour revenir maintenant au côté gouvernement et institutionnel, nous avons la délégation de l'entrepreneuriat rapide qui est là depuis quelques mois, et c'est un grand pas en avant parce que, surtout pour l'aspect financement, moi, pour mon avis, pour la petite expérience, en ce moment, le plus gros problème, c'est le financement. Les banques classiques ne peuvent pas prêter à une start-up, à part si vous avez des garanties énormes. Et les garanties énormes, c'est des biens immobiliers. Combien d'entrepreneurs ont des biens immobiliers? Il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, les structures comme l'ADER sont en train de mettre un certain mécanisme assez allégé qui vont permettre à ces entrepreneurs-là d'accéder au financement. Et comme on en discutait tout à l'heure, le défi maintenant, ce sera à ces entrepreneurs-là de faire la preuve de leur concept. Parce que c'est un peu ça qui rend sceptique les investisseurs étrangers qui veulent bien attaquer l'Afrique francophone. C'est est-ce que ces concepts vont payer? Est-ce que les entrepreneurs eux-mêmes sont à même de porter ces concepts-là? Donc je pense que le défi pour l'année 2019, c'est que tous ces entrepreneurs-là, avec toutes les structures d'accompagnement en arrière-plan, puissent montrer que oui, effectivement, nous pouvons faire des choses au Sénégal. Donc ça, c'est pour mon élément de réponse pour la première question. Voilà. Maintenant, pour Maguette, concernant son modèle. Moi, je crois au modèle de Maguette. Parce que nous, les opérateurs, je ne pense pas qu'on soit positionnés dessus. On ne fait pas du free Wi-Fi. On n'a pas de point d'accès dans les espaces publics. Et aujourd'hui, c'est un véritable défi, c'est une ouverture, c'est un marché aussi en bleu, comme on le dit, qu'il faut exploiter. Et je pense qu'on gagnera à l'accompagner. On ne devrait pas le voir comme un concurrent, mais comme un partenaire. Parce que ce qu'on ne dit pas dans le business de Maguette, on ne voit que le Wi-Fi. Mais il y a une injection publicitaire derrière. Et c'est très important aujourd'hui, la publicité. Et ça va permettre aux entreprises de valoriser leurs produits et services. Aujourd'hui, la publicité classique commence à montrer un peu ses limites. Combien de flyers sont distribués dans les rues et qu'on retrouve chez le vendeur de pain à côté? Donc aujourd'hui, pour le côté environnemental déjà aussi, il faut le souligner parce que c'est une entreprise qui s'engage dans la protection de l'environnement. Donc on limite les papiers dans la rue, on limite la pollution, on limite un certain nombre de choses. Donc je pense qu'avec le business model de la publicité et de ce free Wi-Fi outdoor dans les espaces publics, Maguette a toutes ses chances et il gagnera à ce qu'on le soutienne. Merci. Nous allons vous présenter un tout petit peu le concept que nous avons pu réaliser avec nos partenaires ici présents. Je voudrais dire Arc Télécom qui nous a donné l'opportunité de pouvoir très rapidement déployer sur le site du Monument de la Renaissance avec l'aide bien sûr de l'administrateur général. Alors, sur ce tableau, vous allez voir que nous sommes face à une Smart City, une ville connectée. C'est quoi une ville connectée? Son objectif principal aujourd'hui, c'est de promouvoir le développement durable dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'environnement. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu à atteindre quelques objectifs par rapport justement aux objectifs du développement durable. Et qu'on sait que la plupart des supports de communication au Sénégal particulièrement et en Afrique en général, c'est à base de papier et de plastique également. Et ceci ne contribue pas vraiment à préserver ou bien de protéger notre environnement. Donc voici un peu le modèle économique qui a été discuté au niveau du panel, très enrichissant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous connectez sur Internet, vous identifiez le point d'accès qui est au niveau du monument, vous allez choisir BeInDay point d'accès avec notre partenaire ARC. Et ensuite, vous allez remplir à partir d'un formulaire votre numéro de téléphone et vous allez accepter de recevoir des contenus qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une connexion à Internet durant au moins 30 minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez vos smartphones. Aujourd'hui, il y a un point d'accès qui est disponible et vous pouvez tester déjà. Voici l'écran qui va s'afficher, d'accord, devant vous, avec notre partenaire et le Monument de la Renaissance.
Ce qui veut dire que cet habillage est susceptible de changer tout le temps selon le sponsor du point d'accès. Alors, la connexion, comme je l'ai dit tantôt, elle est très simple. Il suffit de remplir son numéro de téléphone, ou bien son compte Facebook, ou bien Twitter, afin de pouvoir bénéficier ici, c'est un exemple de 15 000 de connexion, très rapidement. Voilà, voici un peu notre solution qui a comme valeur ajoutée justement la politique générale du Sénégal numérique 2025, orientée par le président, et qu'aujourd'hui nous nous positionnons comme fournisseur de services à valeur ajoutée. Alors, voici un peu la cartographie pour vous dire qu'on ne va pas seulement se limiter à Dakar et aux monuments, on va essayer de parcourir le Sénégal dans les zones les plus reculées, comme vous l'avez bien entendu au niveau du panel. Voici un peu la cartographie. D'ici 2 ans, on prévoit atteindre 200 points d'accès. Et le monument aujourd'hui abrite le premier point d'accès. Merci encore une fois, monsieur l'administrateur, pour ce challenge.